Bonjour à vous Philippe. Et donc vous allez revenir notamment sur cette étude sur les performances des entreprises RE100 très engagées dans cette démarche. Et puis je vous laisse évidemment animer la table ronde avec là encore des entreprises engagées. On parlait de la Poste, je crois que ça va être le cas. Je vous en prie Philippe. Merci Nathalie, bonjour à tous. Déjà première chose, c'est plus Capgemini Consulting, c'est Capgemini Invent depuis le 12 septembre. Voilà, l'idée de Capgemini Invent, c'est d'aider les entreprises, nos clients, à inventer leur futur et à l'implémenter rapidement. Les nouveaux modèles d'affaires, les nouveaux modèles d'opération, les services, les produits, avec les leviers qui sont l'innovation digitale, on en parle, et la transformation, et en leur proposant des compétences, conseillers en stratégie, conseillers en technologie, creative design, data science, et la capacité à les accompagner pour aller très très vite sur les marchés, tester leurs nouvelles offres. Merci Constant de rester avec nous. Donc, on a fait une étude que je vais maintenant vous présenter. Alors, je dois avoir la zapette, je vais la prendre. Voilà, cette étude, elle a cherché à savoir. Alors, c'est en anglais parce qu'on l'a présentée à New York. Mon collègue Florent Andrion, qui est dans la salle, l'a présentée à New York avec Constant mardi. Elle a cherché à savoir si les entreprises du RE100 vivaient les renouvelables comme une contrainte ou comme une opportunité. C'était la question de base qu'on s'est posée. Et merci au RE100 de nous avoir ouvert l'accès à ses adhérents, parce qu'à travers cet accès, on a appris beaucoup de choses. Et je vais vous présenter en quelques minutes les conclusions de cette étude. Alors, la première chose qu'on a faite, on s'est posé la question, est-ce que financièrement, ces entreprises du RE100 sont plus profitables que leurs pairs? Et vous allez voir la réponse qu'on y apporte, et elle est positive, et c'est un bonheur. Pour ça, on a collecté les données financières à travers différentes sources de 28 000 grandes entreprises dans le monde. On a sélectionné 3 400 compagnies qui nous semblaient être représentatives des différents secteurs, qui avaient plus d'1 milliard de dollars de chiffre d'affaires ou qui étaient déjà membres du RE100. Et on a analysé leurs données. Alors, on a fait ça en janvier-février, donc c'était les données de l'année 2016 et pas de l'année 2017. Elles n'avaient pas été publiées. En termes de revenus, profits et marge brute. Et on a regardé quels étaient les résultats. Alors, avant de vous donner ces résultats, je voudrais revenir sur un point que Constant a signalé tout à l'heure. On a regardé les entreprises. Alors, vous voyez, les points de couleur, c'est les différents secteurs d'activité. On ne va pas s'intéresser à ça pour l'instant. La part des énergies renouvelables, c'est les ordonnées de 0 à 100%, et puis les années qui correspondent à l'engagement de ces entreprises pour devenir 100% renouvelables. On a regardé ça. Alors, comme le disait Constant tout à l'heure, il y a 50% de ces entreprises du RE100. Alors, quand on a fait l'étude, au passage, c'est intéressant de le noter, on a fait l'étude, il y avait 119 entreprises du RE100, on a fait l'étude janvier-février, il y en a 152 aujourd'hui, et probablement 160 la semaine prochaine. Enfin, ça va très très vite. Donc, il y a beaucoup d'engagement. 50% des entreprises sont d'ores et déjà proches, c'est-à-dire au-delà de 75% de leur sourcing en énergie à travers les énergies renouvelables. Et elles ont mis en œuvre les leviers qui étaient à leur disposition, notamment les garanties d'origine. On va y revenir. 40% des entreprises vont être 100% renouvelables, leur cible, avant 2025. Donc 90% de ces entreprises, finalement, ont pris la décision d'aller très vite, en mobilisant, encore une fois, les leviers à leur disposition. Et on a 10% des entreprises qui ont des ambitions plus lointaines, parce que parfois elles sont dans des géographies où c'est compliqué de faire du sourcing 100% renouvelable. Capgemini est le bon exemple. 60% de notre consommation est en Inde. Avoir les corporate PPA ou les garanties d'origine dans ce pays, c'est pas encore simple, donc on n'a pas encore pris la décision. Enfin, j'espère qu'on va la prendre très vite. Et on s'attache à pousser ce dossier. Mais ces entreprises qui vont avoir un horizon plus lointain de 100% de renouvelables, en fait, ces entreprises qui vont avoir un autre bénéfice, c'est que, d'une part, les coûts vont continuer à baisser, d'autre part, elles vont avoir le temps de faire les transformations correspondantes. Parce que quand on va vers une cible 100% renouvelable, on fait aussi, évidemment, de l'analyse de ses process, de l'efficacité énergétique, on repense la consommation de l'énergie de l'entreprise. Donc voilà, et on va voir comment ça se déforme au cours du temps, et quand les entreprises vont rejoindre
ce club, comment elle se situe par rapport à ces paradigmes de transformation et à ces dates cibles. Alors, à signaler que les entreprises du RE100, non seulement elles s'engagent à une certaine date avec des points de passage obligatoires de tant de pourcents d'énergie renouvelable, mais par ailleurs, elles s'engagent à publier leurs données chaque année sur l'énergie. Et donc ça, c'est très intéressant parce que ça permettra de conforter et puis d'offrir aux autres entreprises ces retours d'expérience et ce panorama qu'on verra avec ceux qui se sont engagés et que j'interrogerai tout de suite. Alors, quels sont les leviers que ces entreprises utilisent? Vous voyez, excusez-moi, je suis allé un peu vite. Les leviers... Il me manque un slide. Alors, on a un petit souci. Alors, je vais le faire par oral. Il y a un slide qui a dû sauter. Quels sont les leviers que les entreprises utilisent? En 2015, 60% du sourcing renouvelable était fait à travers des garanties d'origine. Et 35% étaient faits à travers des corporate PPA dans les pays où les corporate PPA étaient possibles. Donc ça, c'est le premier point. Et il n'y avait qu'une toute petite fraction des entreprises qui produisaient elles-mêmes ou sur site ou à côté du site directement. En 2016, on voit deux mouvements. Le premier mouvement, c'est que les entreprises produisent elles-mêmes davantage. On a presque 15% de la production qui vient de projets propres, qu'ils soient opérés par l'entreprise ou opérés par un tiers, un fournisseur, sur site ou en toute proximité du site avec une ligne directe, 15%. Donc ça, c'est un premier mouvement. On voit la construction de projets. Alors c'est aussi parce que d'autres entreprises, en 2016, ont rejoint le RE100. Ce n'est pas que la déformation du panel. Il faut le signaler. Et puis, on voit un autre, deuxième mouvement, un mouvement qui va des garanties d'origine, dont on peut critiquer pour certains, dans certains pays, l'efficacité, puisque sur le renouvelable, on en parlait tout à l'heure. Donc, on est passé de 60 à 40% seulement qui s'appuie sur les garanties d'origine, ce qui veut dire qu'on enclenche un mouvement où c'est soit de l'autoproduction, soit on va vers les corporates PPA. Et peut-être, Constant, tu en diras deux mots quand j'aurai fini cette présentation. Alors après, on a interrogé ces entreprises et on s'est posé la question de qu'est-ce que ça leur apportait comme valeur d'arriver vers une cible 100% renouvelable, au-delà de leurs engagements corporate social responsibility et au-delà de la conviction des dirigeants de ces entreprises. Je crois que Serge Papin, Marc Roquette, vous avez présenté des convictions qu'il fallait aller. C'est grâce à vos impulsions personnelles que vos entreprises se sont engagées dans ce mouvement. Alors, quand on a interrogé les entreprises, on a vu d'abord qu'il y avait des bénéfices financiers, et on va y revenir, sur ce que ça peut apporter. D'abord, on fait toujours de l'efficacité énergétique parce qu'on repense, comme on le disait, la consommation de l'énergie. Deuxièmement, beaucoup d'entreprises variabilisent en s'appuyant sur des corporate PPA leur accès à l'énergie. Troisièmement, on trouve assez facilement de l'argent aujourd'hui pour monter des projets de cette nature. Donc, il y a des sources de funding sur ces sujets-là. Et quatrièmement, beaucoup nous ont dit, finalement, en s'engageant sur des corporate PPA, finalement, on évite la volatilité des prix des marchés de l'électricité et la hausse inéluctable de ceux-ci, à cause de la taxe carbone ou à cause d'autres mouvements du prix des commodités. On a vu que le pétrole, le gaz et le charbon avaient beaucoup augmenté ces derniers temps. Deuxièmement, l'effet sur les clients. Certains clients, d'abord, sont très attentifs et quand ils font des appels d'offres, ils veulent que les entreprises qui les fournissent aient des engagements sociétaux et donc le renouvelable y contribue. L'attente de leurs actionnaires, donc ça améliore l'image, à l'évidence. On verra tout à l'heure, la SNCF, la Poste nous diront quelle vision elles ont de cette partie image. Ce qui a été cité aussi, c'est que les employés, ça a un effet très positif sur les employés. Beaucoup d'employés sont convaincus par la lutte qu'il faut engager contre le réchauffement climatique pour sauver la planète et voient comme très positif le fait que leurs entreprises s'engagent. Donc c'est un facteur de rétention et de bonne image pour les employés. Et enfin,
on voit des opportunités de new business models. D'abord, massification des achats. Hein. J'achète pour toute mon entreprise dans le monde entier auprès d'un certain nombre de fournisseurs, voire j'achète avec d'autres. On citait tout à l'heure le cas d'Apple qui a ouvert à une petite entreprise la possibilité d'accéder à ces parcs. Et puis même quand j'ai de l'énergie que j'ai, c'est typiquement le cas de Google, d'Apple ou d'Amazon, hein, qui ont des grands corporate PPA aux États-Unis. Ces grands corporate PPA permettent de servir leurs besoins en termes de capacité et plus. De temps en temps, il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de soleil. Ces unités produisent plus que ce que leurs clients directs vont soutirer. Et du coup, on peut imaginer commercialiser l'électricité correspondante. Alors le résultat, j'ai peur, malheureusement, voilà, on ne le voit pas bien. PlashCell, c'est normalement le nom des secteurs d'activité. Alors je vous le fais très brièvement. Ce qu'on a analysé, c'était les bénéfices en abscisse, les bénéfices en profit net et l'EBIT en ordonnée. Et on a vu que dans toutes les industries, alors vous avez en bas retail, travel, logistique and hospitality, financial services and manufacturing. En haut, vous avez healthcare, IT and telco, construction and real estate and CPG, consumer packaged goods. On voit que toutes les entreprises du RE100 sont plus performantes, jusqu'à 10% de marge complémentaire par rapport à leurs pairs. Et on a vraiment fait une comparaison par rapport à leurs pairs. Alors, est-ce que c'est directement lié à l'achat d'énergie et aux coûts qui ont baissé? Ce n'est pas certain. Ce sont de façon évidente des entreprises qui ont entrepris des travaux de modernisation et qui sont en avance sur leurs pairs sur un certain nombre de sujets, dont le sourcing sur les renouvelables. Je suis désolé, vous pourrez accéder aux slides qui montreront ce schéma. C'est vraiment la trouvaille majeure de cette étude. Ces entreprises sont plus profitables que les autres. Voilà. Alors, je vais terminer par ce dernier slide. Qu'est-ce que ça veut dire s'engager sur un sourcing 100% renouvelable? Ça veut dire d'abord un engagement du leadership des dirigeants. Très clair, ça ne se fait pas sans cette autorisation et un support des dirigeants. Ça veut dire après la mise en place d'une gouvernance. Est-ce qu'on crée une unité ou pas dédiée à la gestion de l'énergie? Elle existe peut-être déjà. Quel rôle on lui donne? Comment les autres business units de l'entreprise interagissent avec cette unité? Ensuite, il y a un travail à faire pour identifier et prioriser les pays et les sites qui sont les plus consommateurs et qu'est-ce qu'on fait sur chacun. Ce n'est pas un trajet évident. Surtout quand on est une multinationale, on n'a pas qu'à frapper à la porte d'un fournisseur et en lui demandant de nous fournir de l'énergie verte. Ça ne suffit pas. Il y a vraiment tout un travail à faire et je crois que la SNCF ou la Poste nous le diront tout de suite. Troisièmement, il faut regarder comment évoluent les prix et puis il faut regarder comment sont les régulations dans chacun des pays. Et ça, c'est complexe aussi, ce qui milite pour le fait de mettre en place une équipe spécialisée. Définir en fonction de ça une stratégie de sourcing en fonction des pays dans lesquels on se situe, qui va être différencié en fonction des pays et qui sera remise en cause régulièrement parce qu'il y aura des nouvelles sources d'acquisition d'énergie renouvelable. Et puis enfin, suivre les bénéfices de cette stratégie sur le plan financier, mais aussi sur tous les autres plans, comme on l'a vu, l'image, la satisfaction des employés, etc. Donc c'est un challenge. Et les entreprises, finalement, qui prennent un petit peu de temps parce qu'elles sont dans des pays où c'est plus compliqué, hein, elles voudraient avancer plus vite, mais elles ne peuvent pas prendre un engagement à court terme, et bien, finalement, elles vont pouvoir faire ça proprement. Les entreprises qui sont allées très vite en achetant simplement des garanties d'origine, il faut qu'on y aille, on prend des garanties d'origine, elles vont, je suis sûr, mettre en place ces différentes dimensions et transformer l'entreprise, profiter de ce projet pour transformer l'entreprise. Voilà, vous trouverez le rapport, alors soit sur le site du RE100, soit sur le site de Capgemini. Alors, ce n'est pas forcément très facile à lire là, il y a toute l'adresse URL. Ce rapport qui fait une quinzaine de pages et qui détaille avec des cas qui ont été étudiés par l'équipe, donc Florent Drillon, Justine Roure, François Combi, Constant et sa collègue Flora Catherine Petersen. Je vous invite à la lire parce qu'elle est très riche d'enseignements. Et que vous allez pouvoir comprendre comme ça quels sont tous vos leviers pour accéder à un sourcing 100% renouvelable.
Voilà, je m'arrête là. Constant, tu veux apporter quelques précisions par rapport à... Peut-être juste quelque chose à ajouter en ce qui concerne les stratégies utilisées par les entreprises pour accéder aux renouvelables. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. En effet, l'histoire majeure des 18 derniers mois, c'est la croissance des PPA en Europe et de manière globale. Et juste un chiffre qui est assez frappant, en 2017, je crois qu'il y a eu 5,4 gigawatts de capacité additionnelle contractée par des entreprises au niveau global. Sur les 6 premiers mois de l'année 2018, on en est déjà à 7,7 gigawatts. Donc une croissance incroyablement rapide. Et sur ces 7,7, Facebook, qui est l'un de nos membres, a signé 1,1 gigawatt de PPA sur les 6 premiers mois de l'année. Donc ça donne un peu une idée de ce que ces entreprises peuvent aider à faire. 7,7, dont 5 et quelques aux États-Unis, ce qui montre que les entreprises et les États des États-Unis aident la planète, même si l'État fédéral ne le fait pas. C'est une bonne nouvelle. Alors, je vais appeler pour me rejoindre sur la scène maintenant David Marchal, qui est directeur adjoint du service production et énergie durable à l'ADEME. Olivier Menuet, qui est vice-président en charge de l'énergie à la SNCF et qui pourra nous détailler le cas de la SNCF et nous détailler peut-être ce que ça veut dire de mettre en place une direction énergie. J'appelle Dang Tran, qui est directeur général adjoint immobilier à La Poste, qui est l'un des membres du RE100. Et puis j'appelle Arnaud Suplugas, président fondateur de Kyotherm, qui offre des solutions à ces différents acteurs. Je vais les rejoindre tout de suite. Alors, cette table ronde, on va l'organiser en 3 temps. Je vais d'abord leur demander c'est quoi la consommation énergétique dans vos entreprises. Première question. Qu'est-ce qui vous a poussé, dans la même question, à vous engager vers une trajectoire renouvelable? On verra qu'elle n'est pas forcément 100%. Hein. SNCF n'est pas engagée en 100% renouvelable, mais fait un chemin formidable. Dans un deuxième temps, on regardera quels sont les moyens à leur disposition. On discutera justement achat, production, PPA, garantie d'origine. Et dans un troisième temps, on regardera quels sont les retours d'expérience, quels sont les leviers qui peuvent être mis en œuvre et qui peuvent être mis en œuvre par les autres entreprises, et quels sont leurs vœux en termes de freins à abaisser sur la mise en place d'une trajectoire largement renouvelable ou 100% renouvelable. Olivier Menuet, on va commencer par vous. La SNCF, on sait tous que c'est un très gros consommateur d'énergie. Vous allez nous dire à quel point nos trains consomment beaucoup d'énergie. D'ailleurs, un de vos confrères, Deutsche Rail, pour ne pas le citer, aux Pays-Bas, dit « Mes trains roulent au vent », parce qu'ils ont signé un corporate PPA pour 100% de leur énergie avec Eneco notamment. Vous, ça signifie quoi et ça coûte quoi, la SNCF, tout ce montant d'énergie? Merci. Bonjour à tout le monde. Bon courage, parce que je pense que tout le monde avait une pause. J'ai vu que dans le programme, il n'y en avait pas. Personnellement, j'en aurais bien pris une. Donc, on va essayer de vous tenir en haleine, là, tant que vous êtes à bord. On ne va pas faire de contrôle de titre de transport. On va essayer d'échanger, de parler vrai, un peu comme la personne qui était là assise à cette chaise. C'est pour ça que je l'ai prise, pour m'inscrire, pareil, dans le combat par rapport au changement climatique et l'urgence qu'il y a devant nous. Moi, j'ai rejoint l'entreprise il y a 10 ans. J'ai le sentiment d'être dans une entreprise qui fait partie des solutions dans la lutte contre le changement climatique et l'amélioration de la qualité de l'air. Combien vous consommez? Alors, on consomme chaque année 17 TWh d'énergie, dont 9,5 en électricité. Ça nous coûte 1,3 milliard d'euros. C'est le deuxième poste de dépense de l'entreprise après les salaires. On a 4 types d'usages d'énergie. Bien entendu, le chemin de fer. On a aussi les transports urbains, donc les tramways et les bus. Ce qu'on sait moins, c'est qu'on a pas mal de transports routiers pour les autobus et pour les camions, pour le transport de marchandises. Et enfin, on a aussi 18% de nos consommations dans les bâtiments. Vous connaissez les gares, vous connaissez moins nos bâtiments industriels dans lesquels on fait la maintenance de nos matériels roulants, notamment. Et puis, il y a tout le tertiaire. Par rapport à ça, en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a aussi énormément de consommation de gasoil pour faire tourner des trains thermiques sur des lignes qui ne sont pas électrifiées. C'est l'équivalent de 165 millions de litres
de gasoil chaque année. Donc l'enjeu par rapport à la lutte contre le changement climatique et l'amélioration de la qualité de l'air avec les particules, les NOx avec les particules et les NOx principalement, c'est de décarboner notre énergie. Donc on a deux enjeux, on a verdir l'énergie électrique et décarboner l'autre à travers plein de programmes dont on ne pourra pas parler aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plutôt la partie énergie renouvelable. On est très engagé sur des enjeux. On a un enjeu financier, on parle d'1,3 milliard, c'est une grosse manne. On parle d'un enjeu, et là, vraiment, vous avez face à vous un militant, je suis quasiment un monomaniaque du développement durable. Je suis tombé dedans il y a 15 ans par hasard, et franchement, depuis, je ne me suis pas relevé de ma chaise, et j'essaie de faire avancer les choses, à la fois la technique des petits pas et du grand bond en avant. Donc c'est vraiment comment on peut répondre à cet enjeu du changement climatique et de la qualité de l'air. Oui, on a une question d'image et de responsabilité. Oui, l'écologie peut rimer avec économie, et c'est bien qu'on soit ici à Bercy aujourd'hui pour le démontrer. On a aussi, parlons peu, parlons bien, un problème de license to operate. Le jour où on veut rentrer en centre-ville avec des matériels thermiques, on a encore des trains au diesel, et que les centres-villes ne veulent plus de ces engins qui viennent détruire la qualité de l'air, on aura un problème de pouvoir transporter des passagers, des marchandises. Je vais quand même terminer sur un chiffre. Ne nous trompons pas de cible par rapport à la problématique du changement climatique et de la qualité de l'air. La SNCF, dans le secteur des transports, donc on a bien entendu le ferroviaire, c'est le meilleur, on a la route et l'aérien, et puis le fluvial, etc. Nous représentons 0,4% des émissions de CO2 pour 10% du transport de marchandises, 11% du transport de passagers. Donc à la rigueur, si je passais à 1% des émissions du transport, mais qu'il y ait plus de monde à bord des trains, que ce soit passagers ou marchandises, je pense que là, on irait vraiment dans le sens du combat qu'on est en train de mener ici. Voilà. Merci. Vous nous direz tout à l'heure quels engagements vous visez, quelles sont vos cibles. On va passer la parole à Dang Trang, directeur général adjoint de la Poste Immobilier. Alors, la Poste est membre du RE100 depuis un moment. Ça a été l'une des premières entreprises françaises à s'engager. C'est quoi votre profil de consommation? Où est-ce que vous consommez à la Poste et quels sont les volumes? Et puis, pourquoi vous êtes engagé dynamiquement sur le RE100? Alors, bonjour à tous. À côté de mon collègue de la SNCF, nos chiffres sont évidemment beaucoup plus modestes, mais quand même. Alors, la Poste, vous savez, c'est d'abord une entreprise qui distribue les choses. Donc, le sujet du transport est quand même assez prégnant. À côté de ça, vous avez un deuxième sujet, c'est la consommation énergétique des bâtiments. Parce que la Poste, c'est vraiment une entreprise présente partout, dans tout le territoire. Combien de sites Alors, on a 12 000 sites, presque 7 millions de mètres carrés. Et en termes de transport, on a des chiffres qui sont assez vertigineux. C'est 1 milliard de kilomètres par an, c'est 55 000 véhicules, 17 000 vélos à assistance électrique, etc. Enfin, c'est des chiffres quand même assez forts. C'est à peu près la seule entreprise qui fait toutes les rues de France tous les jours. Voilà. Sur l'immobilier, on a une facture énergétique de presque 100 millions d'euros. Sur les transports, presque 80 millions d'euros. Donc les deux, ça fait 180. On est loin des chiffres de la SNCF. Sur l'ensemble, ça fait à peu près 1800 gigawattheures d'énergie finale consommée par an et un peu plus de 300 000 tonnes de CO2 émis. Sur la part électrique des bâtiments, je donne le chiffre parce qu'on va y revenir après sur les actions qu'on mène, notamment en matière de photovoltaïque. Sur la part électrique, ça représente 64 millions d'euros par an. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à la Poste pour vous engager vers le 100% renouvelable? Alors, si je vous disais que c'était la seule vertu, vous ne me croiriez pas. Hein. Mais je pense qu'il faut se replacer dans une perspective de transformation de la Poste qui est aujourd'hui assez longue. Hein. La Poste était, il n'y a pas si longtemps, une administration. Elle est devenue un EPIC, puis après une société anonyme.
et on s'est beaucoup transformé. Alors, aujourd'hui, toutes les activités de la Poste sont dans le champ concurrentiel, mais c'est assez récent. Hein, c'est assez récent. C'est seulement en 2011 que les toutes dernières activités du courrier sont venues dans le champ concurrentiel. Et donc, la question pour nous, c'est à la fois de maintenir effectivement une compétitivité de nos activités, avoir un facteur un peu différenciant par rapport à nos concurrents. Et croyez-moi, notamment dans le secteur du colis, la concurrence est extrêmement rude. Hein. Dans le secteur du courrier, vous avez une baisse structurelle des volumes assez vertigineuse. Hein. En 10 ans, on baisse de 20 milliards d'objets transportés à moins de 9 milliards d'objets transportés. On est une entreprise à faible marge, avec des coûts fixes importants. Et donc, si vous voulez, la question c'est, et même si, contrairement à la SNCF, le poste énergie ne représente pas le deuxième poste de charge, agir sur les charges, baisser les charges, c'est quand même extrêmement important parce que on se bat à des centimes d'euros près, effectivement, par colis transporté, par exemple. Hein. Et donc, pour répondre à votre question, dès 2012, on a commencé à faire de la compensation carbone. C'est une démarche volontaire hein, de neutralité sur le périmètre courrier, colis et express. Courrier, colis et express. Hein. Parce que c'était à la fois un facteur de valorisation de nos offres, un facteur différenciant par rapport à la concurrence. On y est allé quand même un peu franco. Hein, quand même. On a compensé effectivement l'intégralité des offres courrier et colis. C'est là où vous voyez apparaître notamment le timbre vert, hein, qui aujourd'hui supplante quand même assez largement le timbre rouge prioritaire à J+1. Hein. C'est aussi une façon pour nous de mieux réorganiser le réseau logistique de façon moins coûteuse aussi. Donc on allie également une préoccupation environnementale, d'image, à une préoccupation économique. Donc voilà. Et puis peu à peu, on a gravi des échelons. En 2016, on est passé à une démarche d'achat d'origine renouvelable sur le périmètre de la consommation électrique, mais j'imagine qu'on va y revenir après. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Arnaud Supplugas de Kyotherm. Peut-être qu'il est utile que vous nous disiez ce que fait Kyotherm, qui propose des solutions à toutes les entreprises à certaines entreprises qui veulent utiliser de l'énergie renouvelable. Oui, bonjour à tous. Donc, Kyotherm, on propose des solutions de financement de projets de chaleur renouvelable ou d'efficacité énergétique. On propose une solution de tiers financement par laquelle on va donc financer toutes les installations, installer gratuitement des équipements performants chez des clients. Et ensuite, on signe des contrats de long terme, des HPA, donc des Heat Purchase Agreements, ou bien des contrats de performance énergétique par lesquels on va se rémunérer sur les réductions de consommation d'énergie. Donc, après ces contrats de 8 à 25 ans, on va permettre à ces clients de faire des économies dès la première année et des économies parfois substantielles. Alors, les clients qui vous font confiance pour ces solutions qui sont intéressantes en termes de financement et qui vous engagent sur une partie du risque de cette transformation, quelles sont leurs motivations ? Comment, quand vous les abordez, qu'est-ce qu'ils vous disent et qu'est-ce qui fait qu'ils se décident à s'engager avec vous ou sans votre concours sur une trajectoire renouvelable ? Alors, je dirais que la première des motivations, elle est financière. Et la deuxième est celle du bénéfice d'image. Donc la première motivation financière, c'est surtout pour des clients qui consomment beaucoup d'énergie, c'est de gagner plusieurs pourcents sur leurs factures énergétiques et aussi d'avoir des gains à très court terme. C'est vrai que le défaut, l'une des caractéristiques des énergies renouvelables, c'est qu'elles sont gratuites, en fait. Le vent, le soleil, la photosynthèse, la géothermie, toutes ces énergies, elles sont gratuites, elles sont là. Néanmoins, elles requièrent un investissement initial très significatif pour permettre d'être valorisées. Et cet investissement est assez technique, complexe, et donc ce n'est pas juste une affaire de banque, c'est une affaire de financement, d'ingénieurs qui prévoient et qui calculent.
Donc ces clients, je dirais, leur première demande va être d'avoir des économies très rapidement. C'est d'ailleurs peut-être une différence qu'on a vue par rapport à l'Allemagne, où on a des projets également. En Allemagne, je dirais, les acteurs sont davantage prêts à payer un peu plus pour leurs énergies renouvelables. C'est une question de culture, je pense. En France et dans le sud de l'Europe, il faut vraiment qu'il y ait des économies pour déclencher la décision, sauf peut-être pour certains domaines d'activité où l'image verte est vraiment consubstantielle de leur métier. Je pense par exemple au tourisme ou à certaines industries agroalimentaires qui sont sous une forte pression aujourd'hui d'afficher en transparence le contenu carbone de leurs produits. Pour le tourisme, il y a certaines destinations maintenant qui ont vocation à être des destinations d'écotourisme. Je pense notamment à une destination dans l'Est parisien, Village Nature, auquel on fournit 98% d'énergie renouvelable. L'énergie renouvelable fait partie du bien-être et de l'expérience qu'il propose. Pareil pour Disneyland Paris, qu'on fournit également. En revanche, donc dans les industries lourdes, il faut des économies rapides et également, après, on leur cède gratuitement les équipements qu'on a financés pour elles. Donc, on va faire des contrats de 8 ans et on peut faire 20-25% d'économies pendant les premières années. Et après, elles ont 100% des économies financières pour elles. Merci. David Marchal de l'ADEME, vous aviez publié en 2017, je crois, une étude ENR et entreprises. Vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui, justement, ça fait bien le lien avec l'intervention de Kyotherm et puis peut-être également, ça ouvre un peu le champ du discours à toutes les énergies. On a publié en 2017 une étude qui se focalisait sur l'industrie, d'où le lien avec Kyotherm, puis peut-être la complémentarité avec la Poste et avec la SNCF, pour voir techniquement et économiquement en quoi les énergies renouvelables étaient adaptées aux besoins des process industriels. Parce que, bien sûr, on peut parler simplement des coûts de revient des énergies renouvelables et puis se dire qu'il y a un levier de compétitivité pour ces entreprises-là, mais encore faut-il que les ressources renouvelables soient adaptées aux process, notamment les consommations de chaleur. Donc j'ai peut-être quelques transparents à vous montrer juste pour illustrer ça. Ça va un peu vite. Donc cette étude, elle est en ligne, vous pourrez la télécharger si vous ne la connaissez pas. Ce transparent-là, juste pour illustrer que à la fois en ce qui concerne les ressources renouvelables qu'on voit en haut, donc on parle de chaleur de récupération, de géothermie, de bois énergie, et puis aussi de photovoltaïque ou d'éolien. Chacune de ces ressources renouvelables, elle a une plage sur laquelle elle est plus ou moins efficace pour faire de la chaleur. On voit que toutes les plages de chaleur sont accessibles, mais pas par toutes les énergies. Et puis en bas de ce graphique, vous avez les secteurs industriels et leurs besoins. Et chaque secteur industriel a besoin de chaleur ou a besoin d'électricité. Et en ce qui concerne les besoins de chaleur, les plages de température pour leur process sont indiquées sur le graphique. Et on voit qu'il y a adéquation ou qu'il n'y a pas adéquation. Alors après, bien entendu, on a regardé les coûts. Quels sont les coûts de ces différentes énergies qui sont présentés ici par des histogrammes. Et avec en orange le coût de l'énergie de référence, le gaz, en l'occurrence, quand on parle de chaleur ou d'électricité, et en orange foncé, ce coût augmenté de la taxe carbone. Alors, je résumerai ce graphique en disant juste qu'on voit que pour certaines d'entre elles, on est largement moins cher que l'énergie de référence. C'est sur la gauche les énergies de récupération, la chaleur fatale, une énergie que vous avez déjà payée, qui part aux petits oiseaux et pour laquelle, alors c'est facile à dire comme ça, pour laquelle, en investissant dans des dispositifs de récupération de chaleur, on peut récupérer à bas coût cette énergie. C'était l'exemple que citait Marc Roquette tout à l'heure sur la récupération de chaleur de l'incinérateur, par exemple, à côté de la cartonnerie, mais ça peut être aussi de la récupération de chaleur sur site. Au milieu, les énergies renouvelables qui entrent dans des zones de compétitivité avec le gaz, notamment le bois énergie, qui est la plus compétitive d'entre elles, mais aussi la géothermie sur des sites tertiaires, par exemple, où il y a des besoins conjoints de chaud et de froid. Et puis les énergies électriques dont on a déjà beaucoup parlé tout à l'heure, où là aussi il peut y avoir une compétition. Et enfin, dans cette étude, finalement, on a croisé
les différents paramètres qui peuvent influencer finalement le choix de ces énergies pour un industriel. Bien sûr, la compétitivité, c'est un axe important. L'empreinte CO2, ça peut être un axe important quand on a des entreprises qui sont soumises aux quotas ou pas. Et puis, d'autres choses qui n'ont pas été beaucoup citées aujourd'hui, c'est également la facilité d'intégration. Enfin, parce qu'on a des énergies qui sont peut-être moins flexibles qu'une chaudière à gaz, qui nécessitent également potentiellement de modifier le process. Quand on parle de récupération de chaleur, il faut récupérer la chaleur à un bout du process et puis la réutiliser à un autre bout de ce process ou d'un autre process. Quelque part, on rend des process qui étaient dépendants l'un de l'autre. Donc tout ça, c'est important à prendre en compte. Et on voit que les différentes énergies renouvelables ont des avantages et des inconvénients, comme d'ailleurs les énergies fossiles. Donc cette cartographie-là, que je vous invite à regarder, elle a été faite sur la base de cas concrets qui peuvent parler à tout un chacun. Pour nous, c'était vraiment en pratique comment faire rentrer les énergies renouvelables dans les process industriels. Il y a pas mal de cas concrets qui sont présentés, puis on pourra y revenir tout à l'heure. Alors, adéquation de certaines sources d'énergie renouvelable, y compris de la chaleur fatale, on le voit bien, par rapport à certaines industries. Quelles sont les motivations quand vous avez fait le tour des entreprises, quand vous avez analysé les secteurs, au-delà de la motivation économique, qu'est-ce que vous avez noté comme motivation des entreprises pour s'engager dans cette démarche ? C'est un travail qu'on a fait plus globalement pour voir comment les entreprises, et pas seulement les industries, comment et pourquoi elles s'impliquent dans des démarches de transition énergétique et écologique. Alors, il y a déjà beaucoup de mots qui ont été cités jusqu'à présent. L'engagement du patron, bien entendu, l'image, ce sont des facteurs importants. Mais celui qu'on n'a pas cité, c'est tout simplement l'obligation réglementaire. Enfin, il y a quand même aujourd'hui, il faut se mettre dans le monde aussi de l'entreprise, une entreprise, une industrie. Son objectif n'est pas de se sourcer en énergie renouvelable, je pense qu'il faut quand même en avoir conscience. Son objectif est d'augmenter son chiffre d'affaires, d'augmenter sa marge, de développer de nouveaux marchés, de nouveaux produits. Et donc, le peu de trésorerie qu'ont les entreprises, elles les mettent avant tout sur ce sujet-là. Donc, il y a bien entendu une motivation qui peut advenir quand on parle d'économie sur les OPEX, d'économie de frais de fonctionnement. Ça a été beaucoup cité, mais il ne faut pas négliger le frein qu'il peut y avoir, le frein sur les CAPEX, le frein à l'investissement, et d'où l'intérêt d'avoir recours à des solutions, par exemple, de tiers financement. Donc ça fait partie des motivations, l'image, les contraintes réglementaires, le respect simplement des normes, le développement des nouveaux marchés sont des motivations qu'on peut activer, qu'on peut essayer d'activer dans le monde de l'entreprise. Merci. Donc cette étude, je vous engage à y recourir parce qu'elle vous fournit des outils pour construire les dossiers permettant de s'engager dans cette démarche. Je vous propose qu'on bascule à la deuxième étape. J'invite Constant à réagir quand il veut. Si tu as un point particulier à signaler, tu me fais signe et tu es le bienvenu. On va passer à la deuxième partie. C'est quelle trajectoire, quels engagements, quels moyens de sourcing? Olivier Menuet. Je risque de vous faire réagir. Juste, en fait, il faut voir une chose, c'est qu'on place notre action dans ce que j'appelle l'énergie responsable. Petite anecdote, j'étais là en 2012 sur la scène, puisque je recevais de la part de la ministre de l'époque le premier trophée de l'entreprise achat responsable. C'était mon job à la SNCF quand j'y suis rentré il y a 10 ans. Toute l'idée que j'ai eue en prenant le job dans l'énergie il y a 3 ans, qui était un job qui était purement financier, président d'une filiale SNCF Énergie qui achète via du trading de l'énergie à terme. Toute la vision, c'était comment est-ce qu'on peut faire passer notre vision court terme aujourd'hui, qui est purement financière, à une vision holistique sur du très long terme. Tout à l'heure, on a parlé avec Virginie Schwartz, qui était ici aussi, de la problématique des garanties pour faire des PPA, on va y venir. Nous, je peux vous le garantir, dans 20 ans, on sera encore là. Les chemins de fer seront encore là. Alors, ça s'appellera SNCF plus tous les concurrents qui arrivent, mais il y aura toujours des besoins énergétiques. Donc, il faut être dans une démarche d'énergie responsable. Et grosso modo, par rapport au mix énergétique, il y a 5 axes. Le premier, la meilleure énergie, c'est quand même, pardon pour les producteurs et les vendeurs, l'énergie qu'on ne consomme pas. Donc, c'est la sobriété énergétique.
Et là, je fais appel à Pierre Rabhi, par exemple, et au Colibri. Je sais qu'il y a des polémiques dans la presse, mais n'empêche, moi, je suis un dada de cet homme-là, comme j'étais pas un dada, mais un fada, comme de Nicolas Hulot, c'est clair et net. C'est le premier point, c'est réduire nos consommations. Et on est sur une voie là-dessus à la SNCF. On vise 20% de performance énergétique et 25% de performance carbone sur la période 2015-2025. Après ça, on a un mix qui est à la fois électrique et carboné. Et ben, pour l'électrique, c'est soit on achète vert, soit on produit et on autoconsomme. On va parler des PPA, on va parler de nos engagements. Enfin, pour la partie, donc ça, on vient de faire 3 étapes. La 4e étape, c'est toute la partie carbonée. Comment on va décarboner? Il y a un passage par les biocarburants. Alors, ça pose toujours des questions par rapport aux intrants dans les sols. Mais ça peut être aussi hybrider les trains. J'étais la semaine dernière à Berlin, Salon international innovation ferroviaire. Allez, 100% des pays que j'ai rencontrés et des opérateurs vont vers l'hybridation. Il y a derrière l'hydrogène qui arrive. L'hydrogène, la problématique, c'est l'écosystème. Ça coûte extrêmement cher les bornes de recharge. Donc on est en train de réfléchir intensément à l'hydrogène, mais on s'engage aussi dans l'hybridation. Et le dernier, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est de faire plus de trains. C'est de faire du report modal vers quelque chose qui, même s'il est encore carboné, l'est carrément moins que ce qui est sur la route ou dans l'aérien, qui, soit dit en passant, petit message à Bercy, si on nous entend, c'est que le kérosène, sur des origines-destinations domestiques, est non taxé d'un point de vue fiscal. Donc, on pourrait peut-être repenser à la fiscalité énergétique et écologique. Je vais peut-être me faire virer, mais c'est comme ça. Hein, voilà. Alors, votre engagement sur les renouvelables. Alors, notre engagement sur les renouvelables. Il y a une chose qui est certaine, et pardon de vous le dire, moi ce que je veux, c'est de l'additionnalité. Je ne crois pas au pipeau des garanties d'origine. Pardon, allez, je suis un peu cash, on y va, on n'est pas là pour... je vous disais, pour ceux qui ont envie d'une pause, ils ont envie de rester, peut-être, je l'espère. Pourquoi? Parce que aller acheter un prix premium pour garantir une origine de l'hydro en Norvège, franchement, ça ne change rien au problème. Il faut rajouter des moyens, des capacités de production d'énergie renouvelable partout dans le monde. Je suis une boîte française, dans un marché européen, donc on va dire sur le marché européen. J'aimerais que ce soit en France. Notre objectif, sachant qu'on a une garantie de durée de vie, c'est de faire des PPA, 100% additionnalité française, européenne. Les coûts aujourd'hui, quand on a commencé à préparer les entretiens avec Jean-Pierre Riche, ici présent, c'était finalement, ma vision, c'était qu'à 3-4 ans, il y aurait un croisement entre les courbes, entre les coûts et les prix. Là, ça y est, on commence à voir le croisement plus rapidement. Mais n'empêche, la vraie innovation, et là, je fais appel à certains producteurs que je vois dans la salle que je connais bien. Il faut nous vendre les PPA aux alentours du prix de l'Arenh. C'est la solution. On a l'Arenh pour garantir et on a le prix de l'Arenh pour les ENR. Terminé, on résout tout le problème. Alors, vous continuez à consommer de l'énergie nucléaire, naturellement? Ah ben bien entendu, oui. Quelle est la part des renouvelables qui est votre cible à 10-15 ans? Nous, aujourd'hui, on a lancé un dialogue compétitif au mois de juin qui est intense. On a énormément de contreparties qui viennent nous voir. On veut avoir 20% de notre consommation. Donc, notre consommation en électricité de traction, c'est 6,5 TWh. Donc, 20%, je vous laisse faire le calcul, sur 20 ans, avec des premiers deals qui seraient signés en fin d'année. Voilà. C'est pas assez. Mais et si ça marche, et si les prix sont intéressants, pourquoi n'irait-on pas plus loin? Donc moi, j'ouvre complètement le débat. J'ai une cible, je vous ai parlé des 20% d'efficacité énergétique, de 25% d'efficacité carbone. On a une cible de 40% de mix énergétique renouvelable à l'horizon 2025. 40% en 2025. Quelque part, si je fais 20% via des PPA, et que grâce à la loi de transition énergétique pour la croissance verte, le pays passe des 18% actuels à plus de 20% en 2025, j'ai gagné la partie. Donc pourquoi ne pas avoir une cible à 50%? Et puis pourquoi pas être plus fou pour aller plus loin? Voilà. Alors, donc, vous produisez là, dans ce mix, c'est-à-dire que vous avez une partie de production propre? Alors, on avait il y a 10 ans des concessions hydroélectriques dans les Pyrénées, notamment ce qui s'appelle la CHEM, qui malheureusement à l'époque a été vendue à une grosse contrepartie française. On l'a plus, donc on n'a plus d'énergie hydraulique. Donc on a encore
et on a pas mal de toits et de fonciers, de délaissés. Donc on est en train de s'engager, on s'est engagé au ministère de la Transition écologique et solidaire fin juin avec Sébastien Lecornu, le secrétaire d'État, sur le grand plan solaire français, où on souhaite que toutes nos toitures, les nouvelles et celles en réfection, soient équipées de panneaux photovoltaïques pour de l'autoconsommation, c'est le make or buy, est-ce qu'on achète ou est-ce qu'on consomme, et là où on a des délaissés, c'est-à-dire d'anciennes gares de triage ou d'anciennes bases travaux, qui sont un peu au milieu de la pampa, où il n'y a pas vraiment un consommateur local, à part la ligne de chemin de fer. La difficulté d'une ligne de chemin de fer, c'est qu'on ne peut pas avoir un train qui accélère ou ralentit en fonction du vent ou du soleil, c'est de revendre au réseau. Donc c'est make or buy ou make or sell. Mais c'est de valoriser tout ce qu'on peut valoriser d'un point de vue économique, hein, parce que le problème de notre foncier par rapport à d'autres, hein, comme ADP, Aéroport de Paris, c'est que notre foncier est extrêmement linéaire. En fait, on a 2 voies de chemin de fer, aller-retour, et à côté quelques mètres. Donc mettre des panneaux photovoltaïques, en mettre 2 de rang sur 10 km, d'un point de vue économique, est-ce que c'est rentable ou pas? On a des intrusions, des vols, des animaux, de la sécurité, donc ce n'est pas évident. Voilà. Donc partout où ce sera économiquement viable, on le fera. Un exemple, je vais vous donner un exemple au nord de la France, à Lille, à côté de Lille, à Hélène. C'est une petite ville qui touche la ville de Lille. On a un technicentre, c'est un lieu où on fait la maintenance de nos TGV. Un nouveau bâtiment va être construit, il sera entièrement solarisé, 9000 m² de panneaux photovoltaïques, 1,8 MW crête, taux de couverture des consommations 30%, mais 85% d'autoconsommation. On n'est pas encore dans de la batterie, de la gestion intelligente des bâtiments, c'est next step, on le fera derrière. Merci, c'est très complet, très précis. Et on voit que vous travaillez tous les sujets. Peut-être que demain, il y aura quand même des panneaux photovoltaïques le long des lignes si vous trouvez la solution. J'espère. Sur les trains, on nous a... Pardon, je reprends la parole, je suis très bavard, hein, je suis hyper passionné par les sujets. Mais on nous a déjà posé la question de mettre des panneaux photovoltaïques sur les trains. Il y a déjà eu des expériences en Australie ou autre, mais c'est pour des trains touristiques, quoi. C'est plus embêtant qu'autre chose. Il vaut mieux avoir des trains, avoir une traction qui est hybridée ou hydrogène, avoir des gestes métiers du conducteur qui est économe. Voilà, ça serait pas mal, mais c'est pas du tout notre orientation. La CHEM, c'était bien ça, hein, c'était le petit train jaune des Pyrénées, Villefranche de Conflans, la Tour de Carole, la production, elle était faite pour... pour l'attraction de cette ligne. Donc, quand vous regardez l'histoire de France depuis 1900, vous voyez que la France s'est électrifiée en même temps qu'elle s'est chemin de ferisée. En fait, pour faire passer un train de Paris à Toulouse, par exemple, vous passez par des zones où il y a besoin de monter et descendre, et donc il faut rajouter de l'énergie, et donc des barrages hydroélectriques ont été faits le long des lignes de chemin de fer. Donc, par exemple, à Aiguzon, dans le centre de la France. Mais aussi tout ce qui est Pyrénées, les Alpes, etc. Donc c'est assez passionnant de voir l'histoire des chemins de fer et l'histoire électrique. On est vraiment des cousins germains, voire des frères et sœurs. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Philippe, est-ce que je peux réagir juste très rapidement? Je voulais juste dire que je suis complètement d'accord avec vous. Pas du tout en opposition avec ce que vous dites. Encore une fois, la tendance de fond, c'est que les entreprises vont de plus en plus vers des solutions qui ont un impact direct sur le réseau. En Europe, c'est vrai que la question des garanties d'origine est un peu compliquée. Cela dit, le prix des garanties d'origine a augmenté sur ces derniers mois, ce qui montre qu'il y a un effet de masse. Après, dans d'autres régions comme au Japon ou à Taïwan, les certificats d'énergie renouvelable sont des moyens de financement pour les nouvelles capacités. Donc, je reviens sur le pipeau. C'est vrai que pour mobiliser et interpeller, que ce soit un dirigeant, des employés, des salariés, des clients, des parties prenantes, c'est le bon message. Je suis d'accord, je suis complètement d'accord, je suis dans le développement durable depuis 15 ans. À un moment donné, il faut aussi faire du buzz. Comme je suis de l'intérieur du système, je dis que vraiment, si on veut changer les choses, ce n'est pas les garanties d'origine qui les font changer. C'est ça le truc. Hein. C'est pour ça que ce que vous faites est remarquable. Mais à titre personnel, vu les centaines de millions d'euros que je gère, on va vers de l'additionnalité. C'est vraiment ça notre cœur de stratégie. Alors, comment vous faites à la Poste pour vous fournir 100% renouvelable? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Alors, d'abord sur la question de la vision et de la trajectoire. Je dirais qu'à la Poste, on a une entreprise qui a toujours eu finalement une ambition assez forte en termes d'efficacité énergétique et en termes de carbone. Et c'est pas nouveau. Je parle pour le métier que je gère directement à l'immobilier. Ça fait une dizaine d'années qu'on travaille sur le sujet de la sobriété et de l'efficacité énergétique. On a toujours été
un peu en avance par rapport à la réglementation, hein, que ce soit en termes de certification, en termes de Beauvert, en termes d'exploitation. Et on a aujourd'hui effectivement un certain nombre d'ambitions en 2030-2040 qui anticipent assez largement les chiffres que vous connaissez tous dans la loi sur la croissance verte. La Poste, sur le sujet du carbone, s'est inscrite en 2017 et je pense que ça souligne d'être souligné aussi parce qu'il y a assez peu d'entreprises françaises qui le font dans l'initiative SBT, hein, Science Based Targets, avec effectivement une trajectoire carbone qui est qu'on publie et qu'on suit avec des méthodes extrêmement scientifiques et auditables. Bon, ça nous oblige. Alors une fois que j'ai dit ça, et contrairement à mon collègue de la SNCF, je dirais que les moyens pour y arriver peut-être sont un peu plus difficiles à trouver. Pourquoi ? Parce que la Poste est une entreprise en transformation. Hein. Je le redis, mais on a une vision finalement de notre infrastructure qui est peut-être un peu moins stable que la SNCF. Hein. Le réseau du bureau de poste hier n'est pas le même qu'aujourd'hui, il ne sera pas le même que demain. Le réseau des plateformes logistiques ne sera pas le même demain que celui d'aujourd'hui. Je vous ai cité des chiffres sur le courrier. On sait qu'on va devoir fermer plusieurs centaines, voire des milliers de plateformes logistiques courrier et en même temps construire d'autres pour le colis. Donc c'est un réseau qui est en constant mouvement. On est impatient. Comment vous faites ? Comment vous sourcez ? Oui. Non mais attendez, j'y viens. Néanmoins, effectivement, on sait que le global des mètres carrés va baisser. Donc ça, c'est dans notre politique immobilière, c'est dans notre trajectoire. Et donc on sait qu'il y a une partie de l'effort qui est fait par ce travail de transformation et de gestion d'actifs. Bon, donc une fois que j'ai dit ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va continuer à travailler sur l'efficacité énergétique du parc existant. Et ça, c'est un travail, évidemment, qui est peut-être pas très valorisé, mais qui va compter quand même pour moins 25, moins 30% hein, de notre consommation énergétique sur le bâtiment existant. On va continuer à travailler également sur nos achats d'électricité. Et là, évidemment, je réagis sur les propos de mon collègue. Les certificats d'origine renouvelable, moi, je ne crois pas que c'est du pipeau. Je crois que c'est une première étape. Et on voit bien chez nous que ça permet effectivement de changer non seulement le regard des dirigeants, mais du corps social également. C'est un signal assez fort qu'on envoie au corps social, finalement, pour dire que dans l'ensemble des transformations que vous aurez à avoir, la Poste se situe déjà dans le nouveau monde. Hein, et donc, vous pouvez quitter l'ancien monde, on est déjà dans le nouveau monde. C'est un message quand même assez fort qu'on envoie. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça, alors j'avance une théorie qui est personnelle, mais c'est peut-être pour ça qu'on voit depuis quelques années, depuis plusieurs décennies même, hein, une masse de transformation incroyable à la Poste sans incident social majeur quand même. Hein. C'est ça aussi qui nous différencie peut-être un peu de la SNCF, donc sans polémiquer, hein, mais voilà. Oui, elle était facile. Excuse-moi, Olivier. Bon, voilà. Donc l'étape suivante pour nous, bah, c'est d'agir sur la production d'énergie renouvelable. À la fois en tant que consommateur, et on regarde le sujet des PPA, hein, je ne peux pas vous dire des choses très précises parce que quand même ça soulève plein de questions et on étudie, et à la fois en termes de producteurs nous-mêmes. Hein, on a déjà depuis 2008-2009 effectivement engagé la construction de centrales photovoltaïques. À l'époque, dans un modèle de revente. Aujourd'hui, on a un partenariat avec Urbasolar, dont un des représentants est dans la salle, hein, je pense. Et on a 46 plateformes qui représentent aujourd'hui que 1% de notre consommation électrique sur le parc bâtiment. On a bon espoir quand même, que ce chiffre augmente. Dans quelle proportion, je ne sais pas vous dire, parce qu'on retombe sur la question de l'instabilité du réseau. Hein.
pour pouvoir investir une centrale photovoltaïque sur un bâtiment, encore faut-il qu'on ait des assurances raisonnables que ce bâtiment va rester dans notre parc de manière assez durable. Sinon, c'est de l'investissement perdu. Et effectivement, on a beaucoup de réflexions depuis quelques années sur le schéma de déploiement effectivement, du courrier, du colis, pour effectivement, redéfinir un deuxième portefeuille de développement possible en termes de centrales photovoltaïques. Dernier point, c'est que dans ce sujet photovoltaïque, on explore le sujet de l'autoconsommation à la fois pour nous-mêmes, et à la fois en termes de gisement potentiel. Je dis bien potentiel, gisement potentiel de développement du business pour le groupe La Poste. La Poste étant vue comme un acteur évidemment assez naturel du développement des territoires, et on voit bien qu'autour de l'autoconsommation et notamment de l'autoconsommation collective, on peut y greffer d'autres sujets de développement territorial assez intéressants, mais je peux le développer après si vous le souhaitez. Merci. Je retiens de votre intervention un point très important, c'est que vous avez pris un engagement 100% renouvelable, vous faites partie du club RE100, et on voit bien que vous mettez en œuvre un certain nombre de solutions et vous continuez à travailler pour en trouver d'autres, les meilleures, et que ce sera probablement une évolution assez longue, parce que vous dites que vous êtes en train de faire un certain nombre de tests. Donc voilà, c'est un message aux entreprises aussi, si on peut s'engager sans avoir toutes les solutions à disposition à un moment donné, si on a des vraies convictions. Et s'il y a une économie quand même qui peut être regardée. Donc, revenons à l'économie. Arnaud Suppluga, vous proposez des solutions de financement. Dites-nous lesquelles et dites-nous quels sont les mécanismes auxquels les entreprises, à travers vous, peuvent avoir accès, s'il vous plaît. Alors, les solutions doivent être adaptées, je dirais, à chaque client, à chaque opportunité. En tout cas, ce que permet le mécanisme du tiers-financement, c'est d'éviter pour une entreprise à investir elle-même, lui éviter de se plonger dans la complexité technique, technologique des équipements et bénéficier d'une assistance immédiate sur le meilleur chemin pour trouver des subventions. Oui. Et donc, pour vous présenter donc, assez rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas très bien, le mécanisme du tiers-financement, donc sur la gauche, très généralement, il y a la création d'une société de projet, de société dédiée, que le groupe Queterm va financer. Cette société va signer un ou des contrats de vente d'énergie ou contrats de performance énergétique, pour fournir donc soit un client, soit plusieurs clients dans le cadre de réseaux de chaleur, par exemple. Cette société de projet va intégrer avec des partenaires techniques, des partenaires industriels, des solutions pour la construction de l'équipement, son installation, mais aussi on signe des contrats de très long terme pour ce qui va être l'exploitation, maintenance de ces équipements. Ensuite, nous, on s'occupe du financement, des autorisations administratives, des subventions nécessaires à ces projets, et on va donc vendre ensuite soit 1 MWh renouvelable donc au mégawattheure, ou sinon une économie d'énergie au négawattheure, c'est-à-dire le mégawattheure évité. Les principaux avantages vont être, premièrement, de pouvoir mobiliser un financement à faible coût, et donc 1 kWh avec un prix le plus compétitif possible. Comme je le disais, les énergies renouvelables, et c'est vrai aussi pour les économies d'énergie, elles sont gratuites, elles sont disponibles gratuitement, mais il faut les financer. Et si on regarde le coût complet sur 20 ans, par exemple, d'1 kWh, on se rend compte que le coût de l'investissement représente plus de 50% du coût de ce kilowattheure. Et donc le coût du financement devient vital pour abaisser le coût du kilowattheure. Juste pour vous donner un ordre d'idée, quand on améliore de 1% le coût du financement, on améliore en général donc de 10%. C'est équivalent à diminuer de 10% le CAPEX et à peu près réduire de 10% le coût du kilowattheure. Donc un modèle CAPEX vers OPEX pour les gens qui travaillent avec vous et qui vous font confiance. Voilà, tout à fait. Ce sont des financements qui sont totalement déconsolidants, donc il ne va pas revenir dans le bilan des entreprises. Donc effectivement, c'est purement un OPEX. Ils achètent 1 kWh comme elles achètent 1 kWh sur le réseau électrique, par exemple. Ça va permettre de réaliser beaucoup d'opérations qui ne peuvent pas se réaliser sinon. Un industriel, en général, demande des temps de retour sur investissement de l'ordre de 2-3 ans, surtout si ce n'est pas son cœur de métier.
Là, avec ce tiers financement, on peut aller chercher des projets qui vont avoir des temps de retour de 5 à 10 ans, voire plus. Et donc, on peut faire une réduction carbone beaucoup plus profonde en allant chercher des programmes beaucoup plus ambitieux. Voilà. Dernier avantage, j'en avais parlé, l'externalisation des risques, de l'expertise, possibilité d'intégrer donc des innovations que les entreprises ne sont pas à même de maîtriser. Mais pour ce qui est après de la solution concrète, on va peut-être regarder la slide suivante qui montre concrètement qu'on a des solutions contractuelles variées en fonction des problématiques des clients. Donc voilà 4 exemples de tiers financement qui ont été réalisés en France. Le premier en haut à gauche, c'est la valorisation de chaleur fatale chez un industriel en Lozère. Il fallait mobiliser un financement de 5,6 millions. Au final, c'est à peu près 5 mégawatts de récupération d'énergie fatale. Là, la particularité de ce projet était de générer un revenu complémentaire pour l'industriel en exportant une partie de la chaleur fatale de son process. Il a un four à plus de 1000 degrés. Et donc, on va récupérer cette chaleur perdue du four pour à la fois l'industriel lui-même et l'excédent est exporté vers la ville. Donc il a fallu s'inscrire dans la durée et permettre contractuellement cette vente externe pour générer ce revenu complémentaire. Deuxième exemple, à gauche en bas, c'est un projet peut-être plus classique au niveau contractuel, sont des HPA, donc des Heat Purchase Agreement, de 25 ans, pour permettre la réalisation d'un forage géothermique à Marne-la-Vallée de 2 km de profondeur pour trouver de l'eau chaude, pour fournir donc à la fois le parc Disneyland Paris et Village Nature, qui est une destination touristique. Et là, la problématique était de mutualiser cet investissement assez lourd, puisqu'on parle d'à peu près 40 millions d'euros d'investissement, pouvoir le mutualiser entre 2 entreprises privées, à travers un réseau de distribution d'énergie et pouvoir ainsi permettre d'amortir suffisamment cet investissement très lourd. Et aussi, on est allé chercher des financements sur 25 ans. Ça a permis aussi donc d'abaisser le prix de revient du kilowattheure. Troisième exemple, à Fos-sur-Mer, donc dans une industrie lourde, sur à peu près 17 MW de moteur, on a installé des variateurs de vitesse qui permettent de générer à peu près 30 GWh d'économie d'énergie par an. Là, l'objectif principal était d'atteindre le prix du négawattheure le plus bas possible. Et donc, et avec un contrat qui restait assez court, donc sur 8 ans. Donc ici, on a réussi à effectivement créer un contrat de performance énergétique qui reste bancable, je dirais. C'était toute la problématique. Et au final, on a un prix du mégawattheure évité d'à peu près 3 centimes le kilowattheure électrique. Donc, voilà, une économie potentiellement insubstantielle. Voilà, dernier cas. Allez-y, rapidement. Dernier cas, une centrale solaire thermique, où là, le solaire thermique, d'ailleurs, je me permets de faire une remarque à M. Marchal qui avait indiqué une fourchette de prix de revient du solaire thermique en France. Nous, avec ce projet qui a été signé l'été dernier, on est déjà au bas de votre fourchette. Et avec l'aide de subventions, on est descendu à 2,5 centimes du kilowattheure. Pourquoi essentiellement? Parce qu'on a pu mobiliser sur 20 ans un financement à faible coût. Et donc, on a pu abaisser ainsi le prix de revient pour le client, qui fait donc une belle économie dès la première année. Merci. Donc on voit bien la variété des projets. David Marchal, par rapport à toutes les solutions, production propre ou confiée à un tiers, sur site ou à proximité, garantie d'origine, corporate PPA ou HPA, quelle vision l'ADEME se forge sur les solutions et comment voyez-vous leur déformation? Déjà, bien entendu, on accompagne depuis longtemps les HPPA, enfin les HPA, si c'est leur nouveau nom, mais puisque le Fonds Chaleur a financé bon nombre de ces opérations, sinon toutes, y compris les opérations que citait M. Roquette ce matin. Donc bien entendu, on accompagne la réalisation de ces projets au travers des subventions accordées par le Fonds Chaleur. Ça, c'est un premier point que je voulais signaler. Que ce soit en chaleur fatale ou en chaleur renouvelable. Premier point, le doublement du fonds chaleur qui a été
ou du moins l'augmentation du fonds chaleur qui a été signifiée tout à l'heure par le DGE, écoutez, j'espère qu'elle pourra se concrétiser bientôt. Mais effectivement, on a un signal qui est un signal carbone aujourd'hui qui donne un signe aux industriels. Je voyais hier une étude du Carbon Tracker qui disait effectivement 18 € la tonne sur ETS en août. Ils attendent 25 € en fin d'année et 40 € dans les 5 années à venir. Alors, je ne sais pas ce que vaut cette étude de Carbon Tracker, mais en tout cas, voilà, l'augmentation ou les effets des mesures qu'il y a eu sur le marché ETS vont peut-être se concrétiser. Et ça peut donner un signal quand même à ces industriels, aux industriels, globalement. Et nous, l'ADEME, on accompagne cette compétitivité de la chaleur renouvelable. Alors, je voudrais revenir sur les garanties d'origine, parce que c'est quand même un sujet qu'il faut sans doute clarifier. On voit bien qu'entre la vision internationale du sujet et la vision franco-française du sujet, on fait le grand écart. Et à l'ADEME, on a souvent été critiqué sur le fait qu'on ne prend pas en compte dans le bilan carbone, dans la méthode bilan carbone, on ne prenait pas en compte dans cette méthode-là les alimentations en électricité verte. Donc, autrement dit, une entreprise qui prend une offre verte ou qui s'alimente en électricité verte, pour nous, on ne déduit pas ça, on ne prend pas cette action en compte dans les bilans carbone. Et pour la bonne raison qu'effectivement, en France, ce n'est pas additif. Le système de soutien aux énergies renouvelables en France, il a été basé sur la CSPE. Aujourd'hui, cette CSPE, quelques 7 milliards d'euros pour 2018, est alimentée plus généralement, non plus uniquement par les consommateurs d'électricité, mais par les consommateurs d'énergie fossile. Mais c'est bien cette taxe qui finance le développement de nouvelles centrales électriques en France. Et cette taxe, voilà, avec un montant, à peu près 15 € par mégawattheure quand c'était la CSPE sur votre facture, servait à financer les énergies renouvelables en France. Une garantie d'origine, aujourd'hui, alors il n'y a pas de marché ouvert des garanties d'origine, donc c'est pas très facile de savoir combien ça se valorise, mais c'est 1 €, enfin entre moins d'1 € et 3 € le mégawattheure. Donc on voit bien qu'on ne parle pas de la même chose. Après, dans un certain nombre de pays dans le monde, le système de soutien aux énergies renouvelables est basé sur des certificats verts, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de CSPE, et c'est par des obligations de développement de certificats verts qu'on fixe aux fournisseurs que se fait le développement des ENR. Donc dans ces pays-là, le certificat vert, qui quelque part est l'équivalent de la garantie d'origine, a une valeur qui permet le développement des énergies renouvelables. D'où cette complexité, l'intérêt que peut avoir et ressent au niveau mondial, qui est peut-être moindre au niveau franco-français. Voilà, moi, je pense que c'est important de reposer le débat comme ça. Après, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je rejoins complètement ce qui a été dit. Signer une offre d'électricité verte, d'ailleurs l'ADEME a une offre d'électricité verte, on pourrait faire partie de RE100 peut-être, c'est un premier pas. C'est un premier pas concret, facile, visible, et qui peut ensuite amener l'entreprise à aller plus loin dans cette démarche pour aller vers des actions, des opérations additives, donc où l'investissement de l'entreprise apporte réellement quelque chose pour le développement de nouvelles capacités renouvelables. Sur ce sujet-là, les PPA, dont il est beaucoup question aujourd'hui, là aussi, il peut y avoir deux sortes de PPA. Avec le nouveau système de soutien aux énergies renouvelables, complément de rémunération, on peut très bien imaginer un parc éolien, un parc solaire qui vend via un PPA à une entreprise en direct, ce qu'on appelle la part marché, et qui perçoit par ailleurs le complément de rémunération. Donc dans ces cas-là, même si, si l'opération a lieu, c'est qu'on est gagnant-gagnant, c'est qu'à la fois le producteur ENR et l'entreprise vont y trouver un intérêt. Donc quelque part, le producteur ENR va peut-être y trouver une visibilité qu'il n'a pas s'ils vont sur le marché en direct. Mais néanmoins, le côté additif n'est pas avéré puisqu'on a toujours un soutien public. Alors, bien sûr, il y a des PPA sans soutien public. Bien sûr, il y en aura de plus en plus. Voilà, donc toutes ces nuances-là, il faut les garder en tête. Ce n'est pas facile, mais je pense qu'il faut les avoir en tête par rapport à ce sujet global de l'électricité verte qui, encore une fois, gardons à l'esprit, c'est un premier pas et que globalement, le signal qui était donné, qu'on voit aussi en France, sur le fait que la demande en garantie d'origine augmente de façon très significative depuis quelques années, peut-être va se transformer dans les années à venir en une augmentation du prix également de cette garantie d'origine qui pourra donc être un peu plus incitatif
également du point de vue des investissements dans les ENR. Alors, il y a une table ronde cet après-midi dédiée au PPA. Hein. On va voir un petit peu quelles sont les solutions. On ira plus en détail. Pour terminer, il nous reste 5 minutes avant de prendre une ou deux questions. Il faut aller vite. Il faut aller vite. Ce que vous avez dit est tous très intéressant. Je voudrais qu'on vienne sur frein, levier. Et vous avez droit à 2 freins, 2 leviers maximum. Qu'est-ce qui pour vous est super important pour développer l'accès renouvelable d'une part, et quels sont les freins qu'il faut abattre? Alors vitesse TGV alors. La première, c'est convaincre le top management. Pour ma part, ça a été 2 ans de prosélytisme interne pour convaincre le top management d'acheter plus cher que le prix du marché, parce qu'à terme, on était gagnant et parce qu'il fallait le faire. Voilà, donc c'est 2 ans de conviction d'un COMEX. Le résultat, c'est retour des vacances à fin août. Guillaume Pépi qui m'appelle parce que le lendemain, il rencontre une grande patronne du monde de l'énergie, dont je tairai le nom, et ils vont parler PPA. Donc il m'appelle pour que je lui en parle un peu. Donc on en est à ce niveau-là, quoi. On est dans ce niveau-là. Le deuxième levier, c'est le prix. Bon, voilà, j'ai déjà fait l'appel tout à l'heure au prix auquel on est prêt à toper tout de suite. C'est l'ARENH, on est là. Je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Voilà. D'autant plus qu'on est, nous, une garantie de stabilité, d'amortissement, parce que c'est bien ça dont on parle sur 20 ans, d'amortissement de l'investissement initial. Voilà les deux freins, les leviers. Il faut y croire, on est là, c'est magnifique, la salle est quasiment remplie. Je ne m'attendais pas à ça aujourd'hui, donc bravo pour l'organisation. Voilà, les leviers sont là. On est en marche. Moi, je suis super fier d'en faire partie. Et quelque part, le fait de montrer la voie pour une entreprise, quand je fais partie d'une entreprise de chemin de fer, c'est le petit clin d'œil. Voilà, montrer la voie, être sur la voie de l'énergie responsable. Comme avant, il y avait les achats responsables. On y va, fonçons, quoi, accélérons, nous arrêtons pas en chemin. Allez, on continue, Arnaud. Alors, sur les freins, je dirais que il y a un frein, c'est qu'il y a un très gros biais vers l'électricité renouvelable en France, et qu'on ne voit pas, on voit mal la face cachée de l'iceberg. Aujourd'hui, l'efficacité énergétique et la chaleur renouvelable sont beaucoup plus importantes pour le changement climatique. En France, le thermique renouvelable, c'est 60% de la production d'énergie renouvelable, mais c'est seulement 10% des aides. Donc voilà, l'électricité renouvelable a capté, je dirais, les 90% des aides publiques en France. Malheureusement, en France, l'électricité, elle est déjà décarbonée. Hein, il faut qu'on arrête de se mentir. Substituer une énergie décarbonée à une autre énergie décarbonée, ça ne change rien au changement climatique. Donc voilà, l'autoconsommation photovoltaïque, c'est très bien, mais malheureusement, ce n'est pas une histoire de changement climatique. Ça peut être une histoire de communication, ou ça peut avoir du sens dans d'autres pays que la France, mais la France, on a la chance déjà d'avoir une énergie décarbonée, une électricité décarbonée à 92%. Donc, je me réjouis que le fonds chaleur soit soutenu. Je pense qu'il faudra aller plus loin. Moi, je pense qu'il faudrait inciter à l'investissement dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique en ressuscitant le suramortissement Macron qui fonctionnait il y a 2-3 ans, qui permettait d'amortir 140% d'un investissement. Je pense qu'il faudrait le ressusciter sur les investissements d'efficacité énergétique ou du renouvelable. Et puis plus généralement, moi, je suis favorable à une vraie relance keynésienne, verte, parce que les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, c'est du local, ça fait marcher des entreprises locales. Nous, dans nos projets, on a en généralement 100% d'entreprises locales, de bureaux d'études, d'ingénierie, etc. Nous, on n'importe pas des panneaux solaires de l'étranger, par exemple. Et donc, je pense qu'on pourrait faire une vraie relance économique par l'efficacité énergétique, par le thermique renouvelable, sans avoir les défauts des politiques keynésiennes habituelles. Merci. Dang Trang. Alors, 3 points. Le premier, c'est un message adressé aux pouvoirs publics et aux instances de régulation du système électrique en France. Mais je trouve que on a un vrai sujet avec l'autoconsommation collective. Autant l'autoconsommation individuelle est assez bien cadrée, autant effectivement on voit bien qu'aujourd'hui dans nos études, dans nos expérimentations qu'on essaye de mener, ça marche pas, quoi. Ça marche pas. On a des rentabilités négatives, on a des taxes qui peuvent être rétablies et qui effectivement annulent de son intérêt. Or, on voit bien, et je l'ai dit tout à l'heure, on voit bien que c'est autour de l'autoconsommation collective que la Poste, je parle pour nous, pourrait avoir un intérêt effectivement à développer beaucoup de projets
en jouant sur son maillage, son réseau, sa présence territoriale, etc. etc. On a un sujet. Deuxième point, c'est que en termes de levier, il y a un sujet qu'il ne faut jamais oublier. Je pense qu'Olivier a tout à fait raison de dire que la motivation des échelons décisionnels du top management de l'entreprise, c'est quelque chose d'important. Moi, j'ajouterais une chose, c'est que il faut que tous ces sujets-là, à un moment donné, soient intégrés dans un récit de l'entreprise, et soient intégrés finalement dans le business ordinaire de l'entreprise. Hein, si on n'arrive pas à raconter une vision business, on ne développera pas. Donc c'est pour ça que dans nos expérimentations, on essaye de faire en sorte que ces projets de consommation retombent finalement dans un domaine de l'économiquement viable où finalement aujourd'hui la Poste ne peut compter que sur elle-même pour financer ces projets-là dans un contexte où dans les années prochaines le cash va devenir de plus en plus rare. Donc il y a une équation économique quand même pas complètement évidente. Mais c'est un des sujets à traiter et c'est un des leviers, j'y crois profondément, pour faire décoller ces projets. Si on en reste finalement dans des épures où on a besoin de subventions, on n'y arrivera pas. Bon. Troisième point, et c'est le dernier point, le levier, c'est aussi vous, c'est aussi vous tous, c'est aussi les citoyens. Aujourd'hui, la Poste travaille à un projet d'émission obligataire verte, et si effectivement le projet se lance, je compte sur vous tous pour y souscrire, parce que nos projets pourraient en bénéficier. Voilà, c'était le coup de pub de la journée. Merci Dang. David, un ou deux leviers pour ce qui vous concerne? Alors, en termes de levier, l'exemple des pairs. On parlait de fiches exemples. Voilà, dans l'étude que je vous ai présentée tout à l'heure, il y a des fiches exemples pour casser un peu les idées reçues sur les idées qu'on entend souvent. La biomasse, ça marche que dans la papeterie, etc. etc. C'est pas vrai. Il y a des industriels d'à peu près tous les secteurs qui investissent dans les ENR et vous pouvez trouver ça dans l'étude que je citais tout à l'heure. Ensuite, je rejoins la question des sensibilités internes. Il y a un programme qui a été cité par le DGE tout à l'heure, c'est le programme ProRefi qui permet de cofinancer les formations de référents énergie dans l'industrie. C'est un programme qui est financé par les certificats d'économie d'énergie, qui est opérant depuis juste un mois ou deux, qui a un grand succès. Il y a plus de 1000 ou 2000 inscrits, je crois, déjà. Donc, si vous ne connaissez pas, renseignez-vous. Avoir un référent énergie dans chaque entreprise, ça permet de sensibiliser en interne. Et ça peut être aussi, ça peut être un technicien, ça peut être un financier aussi, qui regarde ces sujets-là. Enfin, je pense que d'un point de vue plus technique, process, il faut anticiper, il faut profiter des modernisations des usines. Investir directement dans de l'efficacité énergétique ou investir directement dans des ENR, c'est compliqué. Par contre, profiter d'une modernisation de la chaîne de la production, profiter d'une opération de digitalisation pour y mettre de l'efficacité énergétique, pour y mettre des ENR, ça permet d'anticiper et de réduire les coûts afférents. Merci beaucoup. Merci à tous. Est-ce qu'on a le temps pour une ou deux questions de la salle, Nathalie? Allez, une ou deux questions de la salle. Vous vous présentez, s'il vous plaît? Oui, Marco Caputo, Origine. Moi, j'ai juste une question pour Olivier Menuet dans le cadre de la RFP que vous lancez. Est-ce que vous considéreriez des capacités d'éolien sortant de l'obligation d'achat de la même façon que de l'hydraulique norvégien? Attendez, je ne comprends pas parce que je ne vois pas le rapport avec l'hydraulique norvégien. L'hydraulique, je citais, c'était par rapport aux garanties d'origine. Là, aujourd'hui, le dialogue compétitif qu'on a lancé est ENR, additionnalité française. Et effectivement, vous avez raison. Ouais. Vous avez raison. Sortie de mécanismes de soutien pour l'éolien, ce n'est pas de l'additionnalité, n'empêche que c'est rajouter quelques capex pour le maintenir et le faire durer 20 ans de plus. Donc oui, on le considère, bien entendu. Bien entendu. Une autre question, une dernière de la salle. Jean-Joseph Vaneg. Je reviens vers Monsieur Menuet. Récemment, quelqu'un m'a mis devant une interrogation. Si les grandes villes, finalement, mettent comme priorité la qualité de l'air,
il semble que ça remette en cause le recours à certains biocarburants, puisque après je suis combustion, il relâche du CO2. Ouais, Et donc, je suis d'accord. comment la SNCF, ou est-ce que déjà vous intégrez ce type de réflexion? Bien entendu, parce que le problème du biocarburant, le cycle du carbone est court, donc d'un point de vue changement climatique, il n'y a pas d'impact, mais par contre, ça émet bien entendu des particules et des NOx qui donc sont inacceptables en centre-ville pour la qualité de l'air qu'on respire. Donc oui, c'était un problème. Donc la réflexion qu'on a, c'est de faire l'entrée en ville des trains thermiques, même s'ils sont alimentés en biocarburant. Et encore, comme je vous dis, il faut voir toute la filière amont avec les intrants. En électrique, c'est-à-dire en fait en batterie. Donc c'est pour ça qu'on lance notre train hybride, là, on vient de l'annoncer la semaine dernière avec Alstom, pour avoir un train diesel batterie qui pourrait justement permettre de répondre à ces problématiques de centre-ville. Mais l'idée et la volonté d'entreprise en 2050, c'est d'être zéro émission nette, CO2, particules NOx, etc. Un complément de réponse à cette même question sur cette problématique de circulation effectivement dans les grandes villes. La Poste travaille également le gros sujet de la logistique urbaine. Hein. Donc l'idée est bien effectivement d'amener les marchandises aux portes des grandes villes et d'avoir le dernier kilomètre en transport propre. Et en faisant ça, effectivement, et on a plusieurs cas d'opérations en cours, on diminue drastiquement en fait le nombre de camions qui vont dans le cœur des villes. Hein. Juste un chiffre pour se fixer les idées, mais vous n'imaginez pas le nombre de petits camions qui vont de Rungis à Paris tous les jours. C'est autour de 30 000. 30 000 tous les jours. Voilà. Non, pas pour la Poste, enfin, tout confondu. C'est énorme, hein. Voilà, je vous propose de remercier nos intervenants et de vous reporter aux études que nous vous avons décrites. Merci.